Parfois, les pires horreurs ne se cachent pas dans les films ou les légendes. Elles se déroulent dans le monde réel, sous nos yeux dans l'ombre des grandes villes, ou à travers les âges. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans plusieurs histoires vraies. Des histoires terrifiantes, glaçantes, qui sont des histoires de crimes brutaux, de mystères irrésolus, des destins brisés. Ce sera autant de récits qui dévoilent la face sombre de l'humanité. Préparez-vous à explorer en ma compagnie ces affaires, où violence, folie et injustice s'entremêlent, et le tout pour ne jamais être oublié. Bienvenue dans ce voyage au cœur des ténèbres. Il y a près de 2000 ans, l'Empire romain fut dirigé par des personnes dont la cruauté dépassait toute imagination. Parmi eux, certains noms résonnent encore comme des avertissements gravés dans la pierre. Caligula et surtout Néron. Caligula, ce jeune empereur au regard de glace, fut longtemps décrit comme un fou, un monstre, un tyran sans limite. Pourtant, derrière la légende, certains historiens murmurent qu'il aurait davantage été victime d'un complot plutôt que d'un bourreau. Peut-être, mais s'il n'était pas l'incarnation du mal, il en avait au moins l'odeur, et surtout la brutalité. Quant à Néron, lui, il ne laissa aucun doute. Capable de faire exécuter sa propre mère, de brûler vifs ceux qui le jugeaient indésirables, ou de regarder Rome flamber en fredonnant, Néron ne gouvernait pas, il régnait par le chaos, la peur et le sang. À côté de lui, Caligula aurait presque eu l'air d'être qu'un enfant capricieux. Néron n'était pas seulement un tyran, il était devenu pour beaucoup la personnification même du mal, au point que certains pensent même qu'il aurait été dissimulé dans les pages de la Bible, derrière un nombre aussi célèbre qu'effrayant, le 666, une marque codée gravée dans ce texte sacré pour désigner cet homme qui avait tout détruit. Car Néron, c'était l'excès poussé jusqu'à la démence. Des orgies démentielles, des festins baignés de perversion, l'assassinat de sa propre famille et Rome en flammes, qu'il regardait brûler avec un sourire figé. Mais dans les coulisses de cet empire en putréfaction, une autre ombre se tenait tapie. Une femme, une empoisonneuse redoutée dans les couloirs même du pouvoir. Cette femme, du nom de Locuste de Gaulle. Elle n'était pas une simple servante du mal, elle était l'une de ses architectes. Élevée dans les arts les plus sombres, elle préparait des poissons si puissants que même les ennemis les plus invincibles s'effondraient sans un cri. À Rome, on ne murmurait pas son nom, on l'évitait comme une malédiction vivante. Et sous l'œil satisfait de Néron, elle devenait son arme la plus cruelle. Elle ne maniait ni l'épée, ni la politique. Son pouvoir à elle tenait simplement dans une fiole. Et à chaque goutte, une vie s'éteignait. Et dans les ombres du palais, Locuste de Gaulle façonnait l'histoire. Non pas par des discours ou des conquêtes, mais par le silence glacial de ses victimes. À la cour de Néron, elle était l'arme ultime. Une alchimiste du mal, capable de concocter des poisons invisibles, indétectables, et bien sûr, mortels. Absolument rien ne lui résistait. Ni les nobles, ni les proches, ni même les membres de la famille impériale. Elle n'exécutait pas les gens, elle les effaçait. Et pourtant, dans les mémoires, son visage reste flou. Qui était-elle vraiment? Simplement une tueuse en série à la solde d'un monstre? Une opportuniste prête à vendre la mort au plus offrant? Ou alors une femme prise au piège au sein d'un empire corrompu, utilisée puis sacrifiée? Était-elle une victime ou un bourreau? Une sorcière ou un simple pion? Le mystère reste entier, mais une chose est certaine. Là où Locuste passait, la vie, elle, fuyait. Et la mort, bien sûr, restait. Et malgré la peur qu'elle inspirait, Locuste reste une énigme. Son nom s'est incrusté dans l'histoire comme une cicatrice, mais ses origines sont obscures, presque effacées. On ignore comment cette femme venue des terres lointaines de Gaule a posé un jour les pieds dans Rome. Mais certains historiens avancent une hypothèse glaçante. Locuste aurait d'abord été une esclave, arrachée à sa terre natale lors des conquêtes de Jules César. Lorsque Rome écrasa la Gaule dans les années 50 avant notre ère, plus d'1 million de captifs furent enchaînés et ramenés vers le sud. Des hommes, des femmes, des enfants, et peut-être parmi eux, cette jeune fille au regard trop calme, et ayant déjà une connaissance des herbes bien précise. Personne ne se doutait certainement, en l'enchaînant, qu'elle deviendrait une des femmes les plus redoutées de Rome. Esclave un jour, maîtresse de la mort le lendemain. Tout ce que l'on croit savoir sur Locuste de Gaulle vient de 3 hommes. Tacite, Suétone et Cassius Dio. C'étaient des chroniqueurs de l'Empire qui ne l'ont jamais croisé. Donc leur récit était un mélange de faits, de rumeurs, mais aussi de fantasmes.
Mais ce qu'il raconte suffit déjà à glacer le sang. Lorsque son nom apparaît la première fois dans l'histoire, c'est en l'an 54. À ce moment-là, Locuste est déjà derrière les barreaux. Pas pour vol, pas pour trahison, pour empoisonnement. Elle aurait agi seule, dans l'ombre des ruelles de Rome, testant ses breuvages sur les vivants, comme d'autres pouvaient sculpter la pierre. Elle était tueuse en série, une chimiste du crime. Elle a été capturée, enfermée, mais pas oubliée. Car depuis les hauteurs du pouvoir, une autre femme l'observait. Agrippine la jeune, épouse de l'empereur Claude, une mère ambitieuse et prête à tout pour que son fils monte sur le trône. Un fils qui n'était pas n'importe qui, Néron. Et elle savait ce qu'il lui fallait. Il ne lui fallait pas une guerrière, pas une espionne. Il lui fallait une main invisible et surtout un poison sans antidote. Elle fit donc libérer Locuste. Et ce jour-là, la mort elle-même alors retrouva la liberté. Agrippine avait épousé l'empereur Claude en 49 après Jésus-Christ. Mais très vite, l'amour fit place à l'ambition, et l'ambition à la peur. Car tant que Claude vivait, son fils Néron n'était qu'un héritier potentiel, qui pouvait être éclipsé par d'autres prétendants. Alors, dans les secrets des alcôves, Agrippine aurait pris une décision irréversible. Elle se mit à chercher un poison discret, insidieux, capable de brouiller les esprits et de tuer lentement. Pas un poison brutal, non, elle voulait quelque chose de rare et d'indétectable. Et selon Tacite, son choix se porta sur une femme, déjà condamnée pour avoir tué de cette manière l'Auguste de Gaulle. Une prisonnière sans avenir, mais avec un savoir que même la mort respectait. Dans les mots des historiens, Agrippine cherchait une concoction qui dérangerait l'esprit et retarderait la mort. Un poison parfait. L'Auguste, elle, de son côté, n'avait absolument rien à perdre, sauf la vie qu'on lui avait déjà volée. Alors, elle accepta, et c'est dans une coupe de vin que le destin de Rome fut glissé. Locuste savait exactement ce qu'elle faisait. Pour ce meurtre impérial, elle recommanda une plante, aussi belle que fatale, l'Atropa belladonna. Des baies noires, brillantes, comme des perles de la nuit, qui avaient été l'arme favorite des empoisonneurs depuis l'Antiquité. On murmure que même l'impératrice Lévie, l'épouse d'Auguste, s'en était servie pour éliminer ses ennemis un par un. Locuste, elle, conseilla de saupoudrer la toxine sur un mets que l'empereur appréciait particulièrement. Et dans le cas de la victime, c'était un champignon. Claude, en tant que bon gourmet, raffolait de ce genre de plat. Ce fut Alotus, son goûteur officiel et un complice discret d'Agrippine, qui lui servit le plat. Mais quelque chose a mal tourné. Claude n'est pas mort. Il a suffoqué, tremblé, mais la mort ne venait pas. Alors, on a fait appel au médecin personnel de l'empereur, Gaius Xénophon. Officiellement, il voulait l'aider à vomir, mais dans l'ombre, un autre plan se jouait. Il aurait glissé une plume trempée dans du poison au fond de la gorge de l'empereur. Le vieil homme se tordit une dernière fois, puis il s'est éteint. Ce soir-là, un empereur mourait dans son lit, et deux femmes régnaient dans l'ombre. L'une par le sang, l'autre par le poison. Claude était enfin mort, et maintenant Néron portait la couronne. Un empereur adolescent, au regard durci trop tôt par le pouvoir, et une mère, Agrippine, qui tirait encore les ficelles en coulisses. Mais un obstacle subsistait, Britannicus, le fils légitime de Claude. Il avait une ascendance impériale bien plus solide que celle de Néron. Et dans les couloirs du palais, certains le considéraient comme le véritable héritier. Et pour Néron, cette menace ne pouvait pas durer. Un an après le début de son règne, il a pris une décision radicale, se débarrasser de Britannicus. Et cette fois, il voulait que ce soit discret, mais rapide, irréversible. Il se rendit alors lui-même dans les profondeurs du palais, dans une cellule sombre où on pouvait presque sentir l'odeur du poison. Locuste était toujours là, enfermé comme un secret trop dangereux pour être oublié. Néron lui promit la liberté, une grâce impériale, une vie sauve. Mais cette grâce avait un prix. Ce prix, c'était celui de la mort. Elle devait tuer une personne. Pour ça, Néron voulait un poison, foudroyant, sans douleur, sans trace. Locuste, sans illusion, accepta. Dans ce pacte scellé entre un empereur et une empoisonneuse, la mort reprit son office et Rome perdit un nouvel héritier. Locuste prépara un mélange à glacer le sang. Belladone, arsenic et les bords mandragore, un cocktail infernal, assemblé dans l'ombre de sa cellule comme un sortilège antique. Et une fois le poison prêt, elle remit la fiole à Néron, convaincu que la substance suffirait à terrasser n'importe quel homme. Mais Britannicus, comme son père, résista. Le poison coula dans ses veines, mais la mort tarda à venir. Il trembla, suffoqua, mais sans tomber. Néron entra alors dans une rage froide. Il retourna dans la cellule de Locuste, le regard brûlant, et sans un mot, il la fit fouetter. Et il lança à la fin de la torture un ultimatum à l'empoisonneuse. Si la victime survit, c'est elle qui meurt. Alors Locuste, le dos lacéré, comprit. Elle n'avait plus le droit à l'erreur. Elle retourna donc à ses mixtures, perfectionna les doses, et elle mit au point un poison instantané, inévitable et invisible. Le soir venu, un banquet impérial fut organisé. Britannicus
l'invité d'honneur, s'est assis à la table. On lui a servi une boisson chaude et par précaution, il fit goûter la coupe à son esclave. Aucun effet, sauf que la boisson était juste trop chaude pour être bue. Alors, Britannicus a demandé à ce qu'on y verse un peu d'eau froide. Et c'est là que tout a basculé. Car l'eau claire, inoffensive, apportée par un serviteur comme si de rien n'était, contenait à ce moment-là la mort. C'est là que Locuste a déglissé sa nouvelle concoction. Un poison si foudroyant qu'il n'allait pas laisser à Britannicus le temps de comprendre ce qu'il se passait. Dès la première gorgée, le corps de l'homme se raidit. Ses yeux se révulsèrent, ses membres se contractèrent violemment, et en moins de quelques secondes, il s'effondra secoué de spasmes, écumant au sol la bouche grande ouverte, en criant sans émettre aucun son. La salle se figea. Les convives pétrifiés n'osaient plus bouger, mais Néron, lui, restait parfaitement calme. Il leva sa main et il déclara froidement ce n'est rien. Il fait une crise d'épilepsie et personne n'osa intervenir. Britannicus mourut là, au pied du trône, devant tous, dans presque une indifférence totale. Ce soir-là, un frère tombait et l'Empire applaudissait en silence. Néron était extrêmement satisfait et il était presque fasciné par l'efficacité clinique de l'empoisonneuse. Pour lui, ce n'était plus une criminelle, c'était une artiste, une créatrice de mort. Alors, il ne se contenta pas de lui offrir la liberté. Il lui donna un domaine entier, une vaste propriété à la campagne, des serviteurs à son service et un luxe que bien peu d'anciens esclaves pouvaient même oser imaginer. Locuste, la tueuse, la paria, était devenue une noble. Et Néron, lui, plus ambitieux que jamais, alla encore plus loin. Il lui envoya des disciples, de jeunes élèves triés sur le volet, à qui Locuste enseignait les arts les plus sombres. Comment distiller la mort, comment la masquer, comment faire souffrir ou faire taire. À l'abri dans sa demeure, elle dirigeait une véritable école du poison. C'était un sanctuaire où on étudiait l'arsenic, comme d'autres étudiants pouvaient étudier la philosophie. Et pendant un certain temps, la vie lui souriait. Mais c'est en l'an 68 que le destin changea brutalement de visage. L'Empire vacilla, Néron fut trahi. Et quand l'empereur tomba, tous ceux qui avaient vécu dans son ombre tombèrent aussi avec lui. Avec les années, l'empereur était devenu une figure de haine. Trop de sang, trop de caprices, trop de morts. Et en 68 après Jésus-Christ, le Sénat ne le considérait plus comme un simple tyran, mais comme un ennemi de la République. L'Empire s'est retourné contre son propre empereur, donc trahi, isolé, abandonné de tous, Néron comprit vite qu'il était sur la fin. Alors, il a fait une demande à l'Auguste de Gaulle. Il lui a demandé un poison spécial, quelque chose de discret, d'instantané, qu'il pourrait garder avec lui en cas d'urgence. L'Auguste s'est exécuté et elle lui a remis scellé dans un petit coffre-fort la fameuse fiole contenant l'élixir demandé. Mais quand l'heure fatidique de Néron arriva, il a préféré choisir une autre fin. Trop effrayé pour utiliser le poison, Néron se donna la mort dans la peur et l'humiliation. Et avec lui, tout le monde s'effondra. Le nouvel empereur Galba lança une énorme pure. Il traqua tous ceux qui avaient prospéré dans l'ombre du monstre désormais déchu. L'Auguste fut donc arraché à sa demeure, enchaîné, traîné dans les rues de Rome comme une bête, et devant la foule, on l'exécuta publiquement, brutalement, comme si tuer cette empoisonneuse pouvait effacer les crimes de ceux qui l'avaient utilisée. Mais après sa mort, les langues des historiens se délièrent. Ils la dépeignirent comme une sorcière, une bête, une abomination. Et pourtant, certains doutent. L'Auguste était-elle vraiment ce monstre solitaire qu'on décrit, ou simplement une arme aux mains d'hommes bien plus cruels qu'elle? Est-ce qu'elle était vraiment la créatrice de ces crimes, ou simplement un instrument? Dans une Rome dominée par la guerre, l'honneur et le fer, le poison était vu comme une arme de faible, une arme de lâche, une arme de femme. Alors, raconter que Néron s'en était servi encore et encore, c'était le diminuer, le ridiculiser lui. Aujourd'hui, le nom de l'Auguste hante encore les chroniques de l'histoire. Pas seulement comme une empoisonneuse, mais comme l'un des reflets les plus dangereux du pouvoir romain. Silencieux, toxique et prêt à tout. L'histoire de l'Auguste n'est en réalité pas seulement la sienne, elle fait aussi un miroir tendu à Néron, un moyen pour ses ennemis de l'humilier, de le salir, de le rabaisser en prétendant qu'il se cachait derrière une femme pour tuer. Alors, les chroniqueurs romains ont-ils exagéré? Ont-ils déformé les faits pour faire de l'Auguste une incarnation du vice et de Néron un lâche gouvernant par procuration? Nous ne le saurons jamais. Il est probable qu'elle fut bel et bien une empoisonneuse. Mais dans quelle mesure et à quel point fut-elle utilisée, instrumentalisée, piégée dans une Rome où l'on survivait rarement si l'on ne pactisait pas avec le pouvoir? Certains la voient comme l'une des premières tueuses en série de l'histoire, d'autres comme un pion, piégé dans un jeu de trône sanglant. Peut-être qu'elle était tout cela à la fois. Un monstre, une victime, une légende. Mais à travers les siècles, une chose demeure. Le nom de l'Auguste est devenu immortel. Pas par ses crimes, mais par le poison de l'histoire.
à Londres, en 1888. Alors que l'automne étendait son linceul de brume et que les feuilles mortes tapissaient les ruelles, la capitale britannique s'enfonçait dans l'horreur. Quelque chose rôdait dans les ténèbres. Quelque chose de froid, de méthodique, d'inhumain. Dans les quartiers les plus misérables de Whitechapel, on retrouvait des corps de femmes sauvagement mutilés. Pas de vol, pas d'armes laissées sur place, juste un spectacle de chair déchirée et d'organes déplacés avec une précision glaçante. La police était dépassée, les médecins horrifiés et le peuple paralysé. L'homme derrière ces atrocités était un homme sans visage, que les journaux surnommèrent bientôt Jack l'Éventreur. Mais ce que l'histoire a presque effacé, c'est qu'à l'automne 1888, Jack l'Éventreur n'était peut-être pas le seul monstre à hanter Londres. Tandis que les journaux hurlaient son nom à la une, tandis que les foules tremblaient dans Whitechapel, un autre tueur frappait, discret, silencieux, mais tout aussi atroce. Cet autre tueur sévissait aussi dans la capitale. Ses victimes étaient aussi des femmes, et leurs corps étaient retrouvés en morceaux, démembrés et disséminés le long de la Tamise. Troncs humains découpés, membres flottant dans l'eau sale. Pas de lettres, pas de surnom célèbre, juste la peur et le silence. Ces crimes presque oubliés sont aujourd'hui regroupés sous un nom plus obscur, mais tout aussi sinistre, les meurtres du torse de la Tamise. Alors une question s'impose. Y avait-il deux tueurs qui rôdaient dans les rues de Londres cette année-là? Ou pire encore, et si en fait, ces deux séries de meurtres n'avaient qu'un seul et même auteur? Et si Jack l'Éventreur était en fait encore plus monstrueux qu'on ne le pensait? Entre 1887 et 1889, au-delà des meurtres de Jack l'Éventreur, Londres fut le théâtre d'une autre horreur. Une série de crimes passés sous silence, éclipsés par l'ombre de l'Éventreur. Des corps sont retrouvés, pas dans les ruelles, mais flottant sur l'eau de la Tamise. Des troncs humains, sans tête, des jambes jetées dans des sacs, des bras arrachés, retrouvés ensuite dans les égouts. Et ce qui rendait l'enquête presque impossible, à ce moment-là, c'était le contexte. Parce que, en plus de ces découvertes macabres, il y avait les activités de cet autre tueur qui était Jack l'Éventreur. La police se retrouve donc avec deux tueurs, avec deux styles, et qui plongent Londres dans deux cauchemars. Et les autorités en arrivent à une conclusion. Les meurtres de Whitechapel et les meurtres de la Tamise ne sont pas liés. Londres n'abritait donc pas qu'un tueur en série, mais bien deux prédateurs, opérant au même moment et dans la même ville. Comme si le mal s'était scindé en deux visages. Si les enquêteurs en sont venus à la conclusion qu'il y avait bien deux tueurs distincts, c'est qu'ils en ont observé les méthodes. Car malgré l'horreur partagée, les gestes n'étaient pas les mêmes. Jack l'Éventreur laissait derrière lui des scènes rituelles, presque théâtrales. Ses victimes étaient lacérées au niveau du ventre, leurs entrailles exposées, leurs organes prélevés, avec une précision presque clinique. Il y avait dans ces crimes sa signature, un message sanglant adressé à la ville. Les meurtres de la Tamise, eux, étaient de toute autre nature. Pas de mise en scène, pas de gestes symboliques, seulement des corps méthodiquement découpés, réduits à l'essentiel, le tronc, les membres, parfois la tête, et toujours l'absence de toute mutilation sexuelle ou abdominale. Là où Jack cherchait à choquer, à laisser une empreinte morbide, le tueur de la Tamise, lui, voulait plutôt effacer l'identité, désincarner ses victimes, les faire disparaître. Il y avait deux visions de la mort, une sadique et exhibitionniste, l'autre froide, presque industrielle. Et c'est cette différence glaçante qui fit dire aux enquêteurs que les meurtres de la Tamise n'avaient pas pour auteur Jack l'Éventreur, mais bien quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a réalisé 4 meurtres. 4 cadavres démembrés, retrouvés dans les égouts, sur les berges boueuses de la Tamise ou dans des entrepôts abandonnés. Ce sont eux que l'on appelle les victimes canoniques du meurtrier de la Tamise. Mais les enquêteurs soupçonnaient que ce cauchemar avait commencé bien plus tôt. 2 affaires similaires, survenues en 1873 et en 1874, présentent les mêmes caractéristiques. Et un autre corps mutilé a été retrouvé près de Tottenham Court Road en 1884. Ça pourrait être aussi l'œuvre de la même main. Et est-ce que cette main était celle d'un tueur en série, actif depuis une décennie? C'est quelque chose d'impossible à dire, car la plupart du temps, les victimes étaient méconnaissables. Pas de visage, pas de nom, juste des morceaux humains, jetés comme des déchets dans les entrailles de la ville. Sur les 4 corps officiellement liés à l'affaire, une seule victime seulement a pu être identifiée. Une femme, un nom, un semblant d'histoire. Et pour les autres, il n'y avait absolument rien. Pas d'identité, pas de traces. Le tueur les avait réduites au silence définitivement. Et Londres, déjà paralysée par les activités de Jack, n'avait aucune idée que dans l'ombre, un autre tueur sévissait. Un tueur bien plus discret, mais tout aussi implacable. En mai 1887, le ciel était gris au-dessus de la Tamise. L'air était lourd, il sentait la vase et l'humidité. Des ouvriers travaillaient sur les berges, quand l'un d'eux a aperçu un étrange paquet flottant près de l'arc. Un ballot soigneusement ficelé, dérivant lentement
sur les eaux troubles. Ils le tirèrent hors du fleuve, pensant trouver des détritus ou du textile abandonné, mais en défaisant le lien, l'horreur éclata. À l'intérieur, il y avait le torse d'une femme sans tête, sans bras et sans jambes. Le corps avait été sectionné proprement, comme par une main experte. Il n'y avait pas de sang, pas d'effusion, juste la froideur clinique d'un travail accompli. Il n'y avait là aucune identité, aucun témoin, même pas un cri dans la nuit. Ce fut le premier avertissement, le début d'un cauchemar que Londres ne comprendrait que bien trop tard. Après cette découverte, l'horreur continue. Au fil des semaines, d'autres morceaux du même corps furent retrouvés, éparpillés à travers la ville. Un bras dans un fossé, une jambe dans un sac abandonné, une main coincée sous une jetée, et pièce après pièce, les enquêteurs tentent de reconstituer le puzzle macabre. Des médecins légistes furent appelés, et peu à peu, ils arrivent à reconstituer quasiment entièrement le corps de la victime. Et je dis bien presque, car la tête et toute la partie supérieure de la poitrine manquaient aux joues. Volatilisées, cachées ou détruites, les spécialistes sont formels, le découpage n'était pas l'œuvre d'un amateur. Il n'y avait rien d'accidentel, rien d'hésitant. La main qui avait tranché connaissait l'anatomie humaine. Elle savait où couper, comment sectionner sans perdre de temps. Mais c'était pas non plus un canular d'un étudiant en médecine, c'était bien pire. Quelqu'un, quelque part dans Londres, avait pris le temps de tuer, de démembrer et de disperser. Et tout ça avec une organisation remarquable. Et le plus terrifiant, c'est que tout ça, ce n'était que le début. Lorsque les médecins achevèrent la reconstruction du corps, une question demeurait sans réponse. Comment la victime avait perdu la vie? Parce qu'il n'y avait aucune blessure mortelle identifiable. Pas de coup fatal, pas de strass de strangulation, rien dans les membres, rien dans le torse. Et sans la tête, impossible d'observer d'éventuels signes d'asphyxie, de traumatisme ou d'empoisonnement. C'était comme si la mort elle-même s'était effacée. Un médecin légiste fut mandaté, un jury a été convoqué, mais après des heures de délibération, ils durent admettre l'impensable. On ne pouvait pas déterminer une cause de décès. Et donc le verdict final a été prononcé comme une résignation, retrouvée morte, simplement. Pas de nom, pas de cause, pas de coupable, juste un corps, réduit au silence, et Londres de nouveau confrontée à l'invisible. Et au cours de l'année 1888, la ville vit au rythme de la peur. L'affaire Jack l'Éventreur est en pleine effervescence, mais sur le côté, une autre horreur refait surface littéralement, ce qu'on appelle le mystère de Whitehall. Du 11 septembre au 2 octobre 1888, une période où Jack venait d'assassiner 2 femmes en une seule nuit, les autorités découvrirent plusieurs parties d'un corps de femme, disséminées dans des lieux différents de la capitale. Un bras, une jambe, puis un torse, retrouvés dans 3 endroits distincts. Et pourtant, ils appartenaient tous à la même femme. Et le plus horrible là-dedans, c'est que l'un des restes a été découvert sous les fondations même du futur siège de Scotland Yard, le quartier général de la police londonienne. Le tueur avait littéralement disséminé un bout de cadavre sous les pieds de ceux qui sont censés le traquer. Et malgré cette provocation, personne n'a su qui il était. Aucune identité, aucune trace, aucune plainte pour disparition. Encore une fois, c'était juste un corps brisé. Mais la ville a son regard tourné vers Whitechapel. Elle ignore quasiment complètement qu'il y a quelqu'un d'autre qui sévit dans l'ombre. Le 11 septembre 1888, les hôtes de la Tamise livrèrent un nouveau secret. Un bras de femme a été repêché, non loin du village de Pimlico. Les autorités espèrent d'abord un acte isolé, mais le 28 septembre, un second bras fut retrouvé, cette fois-ci le long de Lambeth Road. Et le 2 octobre, c'est le choc. Sous un chantier au cœur même de Londres, le fameux chantier qui est censé construire le fameux quartier général de la police, et bien là les ouvriers tombent sur un torse sans tête, soigneusement enveloppé, enterré sous les fondations. Les journaux s'affolent, les rumeurs circulent. Y a-t-il 2 tueurs ou un seul aux multiples visages? La population n'en sait absolument rien. La peur se répand comme un poison dans la ville. Les gens se regardent avec méfiance. Les ruelles sombres sont évitées, pensant que ce sont des pièges étroits. La ville, clairement, ne s'endort plus. Un expert médical est chargé d'analyser les membres qui ont été retrouvés et il dit que celui qui a fait les dissections n'est pas quelqu'un du monde de la médecine. Mais il sait quand même ce qu'il fait. Il connaît les articulations, il découpe avec précision, et il le fait avec un certain savoir-faire, pas avec de la rage. Un savoir-faire qui servait à disséminer la mort. Alors les enquêteurs se disent que, à la suite de ces révélations, que le tueur, le responsable de tout cela, n'est pas un médecin, mais peut-être quelqu'un qui s'est découpé. Pourquoi pas un boucher? Quelqu'un habitué à manier un couteau avec une efficacité brutale. On pense aussi à quelqu'un d'autre, un knacker. Un knacker, c'était quelqu'un qui était censé récupérer les carcasses des animaux, des cheveux morts dans les rues, dans des quartiers abandonnés. Et son rôle, c'était de couper les corps pour les faire tenir ensuite dans un chariot. Un métier sale,
oublié mais macabre. Un métier qui généralement s'exerçait de nuit, dans le silence, dans les ruelles. Alors les enquêteurs se disent que peut-être derrière toutes ces atrocités, il y avait un homme qui n'était pas habitué à découper des êtres humains, mais des animaux. Quelqu'un qui savait où trancher, comment plier un corps sans résistance. Quelqu'un qui serait d'apparence banale, invisible dans la foule, mais qui, sous ses vêtements sales, cachait un savoir-faire parfaitement adapté au meurtre. Après ce fameux Whitehall Mystery, un silence s'était installé. Londres, qui était encore traumatisée par les actes de l'éventreur, connaissait là une trêve sanglante. Pendant 7 mois, aucun cadavre n'a fait son apparition, ni dans les ruelles, ni au bord de la Tamise. Certains croient que l'éventreur a fui, ou qu'il est mort, mais au bout de la trêve, bien que l'éventreur ne fait pas son retour, l'autre tueur, lui, revient. Le 4 juin 1889, un torse féminin est repêché dans les eaux troubles de la Tamise. Et pendant que les agents tirent ce tronc mutilé de la Tamise, une jambe est retrouvée sous un pont à proximité de Chelsea. Et ce n'était que le début d'un véritable carnage éparpillé, étalé sur plusieurs jours. À chaque jour qui passe, un autre membre est retrouvé. Une pluie de chair humaine s'abat sur Londres. À l'autopsie, les médecins déclarèrent que la victime avait été tuée seulement 48 heures avant d'être démembrée. Les découpes étaient nettes, précises, mais pas chirurgicales. Encore une fois, on pense à un boucher ou à un knacker, quelqu'un d'habitué à découper les morts. Mais cette fois, à la différence des autres victimes, le corps avait un nom. Malgré l'absence totale de tête, une identification a été possible grâce à des cicatrices, des marques particulières, et donc cette victime était connue comme étant Elizabeth Jackson, une femme enceinte de 8 mois, et son enfant à naître n'a pas eu la moindre chance. Cette fille vivait dans les rues de Chelsea. Elle était sans toit, sans protection, livrée à elle-même, dans une ville qui dévorait souvent les plus faibles. Elle survivait principalement en vendant son corps, dans l'indifférence crasse d'une société victorienne qui fermait les yeux tant qu'on restait à l'écart. Et c'est dans cette indifférence précisément que le tueur l'a choisie. Il l'a tuée, puis méthodiquement découpée. Chaque membre a été arraché, puis disséminé à travers la ville comme il avait l'habitude de le faire. Mais malgré l'identification de cette jeune fille qui a perdu la vie, encore une fois, aucune arrestation n'a été possible. Il n'y a eu qu'une série d'articles dans les journaux et la ville de Londres qui s'est retrouvée de nouveau paralysée par une peur qu'elle ne comprenait pas. À la date du 10 septembre 1889, un agent de police faisait une patrouille comme il avait l'habitude de le faire. Et dans une ruelle sombre, non loin du quartier de Whitechapel, il a fait une découverte qui l'a marqué à vie. Il a trouvé le torse d'une femme abandonnée à même le sol, comme un reste de boucherie. Mais cette fois-ci, dans cette découverte, il y avait une différence. Contrairement aux victimes précédentes, le corps montrait des marques de coups, des ecchymoses profondes, douloureuses, infligées alors que la femme était encore en vie. Les médecins estiment qu'elle avait été battue la veille, et surtout, son abdomen avait été lacéré. Une mutilation qui évoquait sans l'ombre d'un doute les agissements de Jack l'Éventreur. Mais encore une fois, il manquait quelque chose. Aucun bras, aucune jambe, aucune tête. Certains y voient là encore une fois une œuvre du tueur de Whitechapel. D'autres persistent, c'est le tueur de la Tamise qui est responsable. Ce corps est entre deux enfers. Jack l'Éventreur ou l'autre tueur? Nul ne le sait. D'autant plus que cette victime n'a encore une fois pas pu être identifiée. Cette femme qui a perdu la vie rejoint la longue liste des personnes oubliées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si l'on considère ces 4 femmes comme les victimes canoniques du tueur de la Tamise, il y a d'autres corps qui ont été découverts qui pourraient être de son œuvre aussi. En 1873, bien avant Jack l'Éventreur, Londres connaissait déjà le Battersea Mystery, un torse de femme retrouvé près de Battersea. D'autres membres, eux, ont été retrouvés à d'autres endroits. Une cartographie a été réalisée de là où les différents membres ont été retrouvés, et on pensait là avoir affaire à un cas isolé. Et en 1884, à Tottenham Court Road, là, le cauchemar est réapparu. Encore un corps, encore des membres manquants, et ensuite il y a eu Jack l'Éventreur et l'officialisation, entre guillemets, de l'affaire du tueur de la Tamise. Mais au final, au bout de tous ces événements, il y a une question qui persiste. Qui étaient ces femmes assassinées? Mais surtout, qui les a tuées? La théorie la plus répandue, c'est que le tueur de la Tamise et Jack l'Éventreur ne sont qu'un seul et même individu, mais pour les autorités, c'est catégorique. C'est impossible. Les modes opératoires sont trop différents. Pourtant, le débat demeure. 2 tueurs, au même moment, au même endroit, dans la même ville? Y a-t-il donc 2 monstres ou un seul au visage multiple? Aujourd'hui, le mystère reste entier. Il n'y a jamais eu aucun suspect d'identifier et aucune preuve ne permettrait de pouvoir relancer cette enquête qui date aujourd'hui de plus d'1 siècle. Effectivement, même si le tueur était identifié, il ne serait certainement plus en état d'être jugé. Il n'y a plus de témoins,
plus de corps, juste une ville hantée par des femmes qu'on n'a jamais vraiment cherchées. Robert Prager était un homme simple, ouvrier, immigré, patriote même, à sa manière. Il vivait à Collinsville, une petite ville tranquille de l'Illinois, loin du fracas des bombes et des tranchées sanglantes de l'Europe. Nous sommes en 1918. La Première Guerre mondiale ravage le continent et l'Amérique, récemment entrée en guerre, commence à s'enflammer de peur, de haine et de paranoïa. Et dans cette atmosphère suffocante, Robert Prager allait devenir le symbole tragique d'un pays déchiré entre patriotisme et hystérie. Un homme qui avait fui la guerre et qui allait pourtant mourir à cause d'elle. Parce que Robert Prager se trompait. Loin d'être à l'abri, il se trouvait en fait au cœur d'une poudrière prête à exploser. Et le 5 avril 1918, un événement glaçant allait le prouver. Ce jour-là, la guerre, bien qu'éloignée par l'océan, frappa directement le sol américain. Mais pas avec des balles, avec de la haine. Prager, immigré allemand et mineur de fond, fut pris pour cible dans un climat où la peur des espions, la haine des Boches et l'obsession du patriotisme radical empoisonnent l'air. Il ne portait pas d'armes, il ne menaçait personne, mais il avait un accent. Et en 1918, ça suffisait pour être un suspect. Ce qui lui arriva ce jour-là fut brutal, injuste et complètement absurde. Et son histoire, gravée dans la honte collective, reste un appel glaçant des dérives de la paranoïa et de ce que le nationalisme poussé à l'extrême peut faire à des hommes innocents. Robert Prager est né en Allemagne le 28 février 1888. Mais à 17 ans à peine, en 1905, il quitta son pays natal pour chercher une meilleure vie en Amérique, une nouvelle patrie pour un nouveau départ. 12 ans plus tard, en 1917, lorsque les États-Unis entrèrent en guerre contre l'Allemagne, Prager vivait à Saint-Louis dans le Missouri. Et dès le lendemain du discours de guerre du président Wilson, il se précipita pour prouver sa loyauté. Il entama des démarches pour devenir un véritable citoyen américain. Puis, il s'est inscrit dans le service militaire pour rejoindre la Navy. Il voulait se battre pour son pays d'adoption, et Robert Prager ne se contentait pas que des mots. Il arborait fièrement le drapeau américain, et quand son propriétaire lui demanda de l'enlever, il l'a même dénoncé à la police. Aux yeux de tous, c'était un patriote, un homme qui avait tourné le dos à ses origines pour embrasser sa nouvelle nation. Mais dans l'Amérique de 1918, ça ne suffisait pas. D'abord, Robert n'a pas été accepté dans la Navy pour raison médicale. Lui qui voulait prouver sa loyauté sur le champ de bataille ne le pouvait pas, alors il a erré. Déçu, mais il était toujours déterminé à chercher sa place dans ce pays qu'il appelait désormais le sien. Pendant une bonne partie de l'année 1917, il naviguait entre le Missouri et l'Illinois, enchaînant des petits boulots pour survivre. Et c'est à la fin de l'été qu'il est arrivé à Collinsville, une petite ville minière du sud de l'Illinois. Un endroit assez rude, fermé, où les hommes généralement là-bas travaillaient sous terre, et où la guerre, bien qu'éloignée, faisait sentir son poids dans les esprits. Au départ, Prager trouva du travail en tant que boulanger, chez un autre immigré, Lorenzo Bruno, mais rapidement, il a compris qu'il ne se ferait pas beaucoup d'argent. S'il voulait vraiment mieux gagner sa vie, il fallait qu'il aille dans la poussière, c'est-à-dire dans les mines. Alors il se lança, sans famille, sans soutien, cet homme, seul, avec un nom à consonance allemande, essayant de s'intégrer dans une ville, tendue par la peur et la suspicion. Et cette décision allait, sans qu'il le sache, le mener tout droit vers la catastrophe. Il trouve donc un travail dans les mines. Un travail dur, mal payé, mais stable. Il souhaite s'intégrer pleinement à la communauté des mineurs, alors il fait une demande officielle pour rejoindre le syndicat local. Mais la réponse a été rapide et claire, refusée. Effectivement, à Collinsville comme dans d'autres pays, les syndicats devenaient de plus en plus radicaux. La colère ouvrière, nourrie par des années de lutte sans concession, s'était durcie. Les dernières grèves avaient été violentes, et l'impunité des actes passés avait renforcé la culture de la vengeance et de la défense. Et dans ce climat, Robert Prager avait tout contre lui. Il était d'origine allemande dans un pays où tout ce qui venait d'Allemagne était considéré comme suspect. Il était un socialiste convaincu, dans une région où l'idéologie rouge était perçue comme une menace, et il était surtout étranger à la fraternité de mineurs qui était déjà existante. Il y avait déjà eu des émeutes raciales, un an plus tôt, donc en 1917, et les mineurs s'en souviennent encore. Donc, dans cet environnement assez explosif, la présence de Robert Prager, qui lui est déterminé à faire respecter ses droits, devient de plus en plus insoutenable pour ceux déjà présents. Mais son refus d'accepter l'injustice, sa volonté d'aller jusqu'au bout, c'est cela qui allait sceller sa mort. Le 3 avril 1918, les choses commencèrent à basculer pour Robert Prager. Ce soir-là, sa nouvelle demande d'adhésion au syndicat a encore une fois été refusée. Mais cette fois-ci, le refus a pris une tournure un peu plus sinistre. Des membres du syndicat
ivres de colère et d'orgueil, l'arrachèrent de la salle. Ils le traînèrent dans les rues de Marieville, l'exhibant clairement comme une bête de foire. Le cortège passa devant les bars, devant des foules rassemblées, on entendait des rires, des insultes, il y avait des crachats. Et après cette parade de haine, on lui a donné un avertissement. Partir, quitter Collinsville et ne jamais revenir. On lui disait que c'était sa dernière chance. Mais Robert Prager était convaincu d'une chose. Il était convaincu que lui n'avait rien fait de mal. Alors, il le refusa. Il n'avait commis aucun crime. Il voulait simplement être travaillé, être reconnu, faire partie de cette société qu'il avait choisie. Mais il ne savait pas qu'en désobéissant, il allait en fait signer sa condamnation. Le lendemain de son humiliation publique, Robert Prager a pris une plume et il a écrit une lettre qu'il a affichée un peu partout. Il a dénoncé l'injustice de son rejet du syndicat et il a directement visé le président du syndicat local, James Fornero. Mais ce geste, qui pour lui était destiné à rétablir son honneur, a été perçu comme une provocation. La réaction fut rapide et brutale. Ce que Prager avait vu comme un plaidoyer, les mineurs, eux, l'avaient pris comme une insulte. Alors le soir même, un groupe d'hommes quitta un bar et il se dirigea vers la maison de Robert Prager. Ils étaient à la base 6, mais au bout du trajet, il y avait beaucoup plus de monde. Des hommes éméchés, galvanisés, patriotes jusqu'à l'aveuglement. Ils disaient tous qu'ils allaient donner une leçon à l'Allemand. Ce n'était plus une simple dispute syndicale qui avait lieu, c'était clairement une chasse. Et à 21h45, on frappe à la porte du domicile de Robert Prager. Dehors, dans la nuit noire, une cinquantaine d'hommes l'attendent. On lui lance un ultimatum. On lui dit de sortir et d'embrasser le drapeau, une épreuve de loyauté. Mais c'était en fait une humiliation déguisée en patriotisme. Robert a obéi, sans faire l'histoire, mais ce n'était pas assez. On lui ordonna d'enlever ses chaussures. Ce qu'il a fait, on l'a ensuite, pieds nus, enveloppé dans le drapeau américain et on l'a fait défiler comme un trophée vivant dans les rues principales de Collinsville. Il y avait des cris, des rires, des chants nationalistes. Et la foule, au fur et à mesure, grossissait. On s'est retrouvé à 100, 200 personnes, même 300. Et petit à petit, ça s'est transformé en raz-de-marée, de haine. Et c'est à 22h que là, la police a fini par intervenir. 3 agents ont réussi à extraire Robert de la foule et ils l'ont mis à l'abri, dans un sous-sol de la mairie, dans une cellule. Mais cette nuit-là, à Collinsville, la sécurité, ce n'était qu'une illusion. Parce que devant la mairie, il y avait une foule prête à exploser. Le maire essayait de raisonner ces personnes en colère. Il leur demanda de faire preuve de bon sens jusqu'à ce que les autorités fédérales interviennent. Parce que si, comme beaucoup le disaient, ce Robert Prager était un espion allemand, alors il pourrait aussi apporter des informations au gouvernement américain. Mais la foule n'écoutait pas. Tout le monde transformait cet homme qui ne demandait rien à personne en ce qu'il voulait. En plus, on commençait aussi à accuser les policiers et le maire d'être des complices, des pro-allemands. Et pendant toutes ces discussions qui ne menaient nulle part, les policiers essayaient d'exfiltrer Robert Prager. Le maire a tenté de jouer une carte, la carte du mensonge. Il a dit que Robert Prager avait déjà été exfiltré, mais personne n'y croyait. Et finalement, la foule a réussi à s'infiltrer dans l'hôtel de ville. Ils ont fouillé toutes les pièces et ils ont réussi à remettre la main sur Robert Prager. Il a été arraché à sa cachette et Robert Prager fut de nouveau porté au cœur de la foule à l'extérieur, pieds nus. Et c'est là que le cortège, toujours en train de chanter des chants patriotiques, en train d'exhiber Robert Prager, s'est retrouvé au niveau d'une colline qui surplombait la ville de Collinsville. Là, certains ont proposé de goudronner l'homme et de le recouvrir de plumes, mais pas de chance pour eux, il n'y avait pas de goudron. Mais un autre homme, Joe Regel, âgé de 28 ans, lui-même d'origine allemande, a proposé autre chose. Il a sorti une corde, les gens l'ont regardé, sans rien dire, sans rien faire, et à minuit 30, à la date du 5 avril 1918, cet homme a pendu Robert Prager, sans aucune raison. Les autres, toute la foule, ont regardé l'événement, sans rien faire, sans rien dire. Au bout de cette histoire, on pourrait se dire que les coupables, ce sont tous ceux qui ont composé la foule pendant le lynchage de Robert Prager. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que cette envie de lynchage, comme il s'est produit, eh bien, ce n'est pas né dans le vide. Il a été nourri, attisé, légitimé par un climat construit bien au-delà de cette ville de l'Illinois où l'enfer s'est produit, que ce soit par des discours, par des lois, et aussi une peur qui était entretenue. Parce que en 1917, avec l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, pour le pays, tout a changé. Le gouvernement a lancé une campagne nationale pour unir le pays contre l'ennemi. Mais derrière les affiches patriotiques et l'appel à l'effort de guerre, il y a autre chose qui s'est développée, c'était la suspicion. Une suspicion qui s'est légalisée, qui semblait justifiée, qui donc s'est enflammée. Concrètement, tout ce qui portait un nom allemand était suspect. Les journaux alimentaient la peur, des voisins dénonçaient leurs voisins, et le gouvernement par ses discours et ses lois, notamment l'Espionnage Act de 1917 et le Sedition Act de 1918, eh bien offrait une sorte de couverture idéologique à cette hystérie. Dans notre histoire, Robert Prager, ce n'était qu'un homme,
Mais aux yeux des autres, il portait en lui toute la guerre. C'était comme si la guerre, il en était le responsable. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'Américains, cette guerre n'était pas la leur. Le conflit était loin, en Europe, ancré dans des tensions impérialistes qu'ils ne comprenaient pas. Aux États-Unis, les socialistes, les anarchistes, les défenseurs des droits des ouvriers s'opposaient fermement à l'entrée en guerre des États-Unis. Ils préféraient qu'on s'occupe des inégalités américaines plutôt que de s'occuper des problèmes qu'il y avait hors du pays. Mais bon, le gouvernement a pris sa décision. L'Amérique allait entrer en guerre et pour cela il fallait convaincre, vite, fort et par tous les moyens. Et c'est ainsi qu'en 1917 fut créée la Committee on Public Information, un organe dédié uniquement à l'endoctrinement patriotique. Donc publicité, discours, affiches sur les murs, les rues étaient tapissées du drapeau américain, de héros qui brandissaient le drapeau aussi. Donc le message est clair, aimer son pays c'est haïr l'ennemi. Et l'ennemi, eh bien dans la tête des Américains, il parlait allemand. À cette époque, la peur devenait une vertu et la haine une preuve de loyauté. Et c'est dans ce tourbillon de propagande aveuglante que Robert Prager est devenu un symbole. Pas de patriotisme, mais d'altérité, d'anomalie. Une cible idéale dans une Amérique ivre de nationalisme. Robert Prager n'était pas un espion. Il n'avait trahi personne, mais étant donné qu'il avait un nom allemand, qu'il ne connaissait pas grand monde, qu'il n'était pas là depuis sa naissance, ça suffisait pour certains pour lui passer la corde au cou. Et le 25 avril 1918, 5 hommes, dont Joe Regel, celui qui avait apporté la fameuse corde, furent officiellement inculpés pour le lynchage de Robert Prager. Il y a eu un procès qui a duré 5 jours et la délibération n'a duré que 10 minutes. Résultat, les 5 accusés ont été déclarés innocents. Pour la justice, le cas Robert Prager était devenu un exemple. Le journal de Collinsville a publié la chose suivante. La communauté est bien convaincue de sa déloyauté. La ville ne le regrette pas. La leçon de sa mort a eu un effet salutaire sur les germanistes de Collinsville et du reste du pays. Concrètement, dans cette histoire, on n'a pas condamné les responsables de la mort de Robert Prager parce que d'un accord commun, on se dit ça servira de leçon. L'homme pendu était devenu un exemple, une sorte d'avertissement. En tout cas, dans la région de Collinsville, parce que dans le pays entier, ce n'était pas la même chanson. Le New York Times a dénoncé l'horreur de ce qu'il s'était passé et les dangers de la justice populaire. D'autres journaux se sont inquiétés sur d'autres sujets, se disant que si cet homme avait pu être tué si facilement, alors qu'est-ce qui empêche qu'il y en ait un autre? Dans les années qui suivirent, il y a eu des tentatives pour essayer de se souvenir de ce qui est arrivé à Robert Prager. Des articles, des hommages, des rappels que la peur ne justifie jamais la barbarie, parce qu'à travers cette affaire, l'Amérique a dû regarder son propre reflet, celui d'un pays capable d'assassiner un homme parce qu'il était simplement né ailleurs. Le lynchage de Robert Prager n'a pas seulement été un crime, ça a aussi été une leçon. Une leçon sur la fragilité de la justice, sur la puissance destructrice de la haine, et sur ce qui peut arriver quand une nation confond patriotisme avec cruauté. Dans l'Angleterre victorienne de la fin du 19e siècle, une affaire glaçante secoua tout le pays. Une histoire si dérangeante, si profondément troublante, qu'elle mit à mal l'image idéalisée de l'enfance et la façade bien pensante de la société londonienne. Et au centre de ce scandale, il y avait un garçon de 13 ans, Robert Coombs. Un enfant en apparence comme les autres, poli, discret, bien habillé, qui vivait dans l'East End de Londres, un quartier ouvrier, où routine et misère se côtoyaient chaque jour. Mais derrière ces grands yeux sombres se cachait quelque chose de plus profond, quelque chose de froid, de silencieux, de calculé. Car en juillet 1895, Robert allait commettre un acte si atroce, si impensable, qu'il entrait l'Angleterre entière pendant une décennie. Et la question que tout le pays se mit à se murmurer alors, c'était: un enfant peut-il être un véritable monstre? Parce que Robert Coombs fut accusé d'un crime inimaginable. Un crime qui ébranla les idées reçues même sur l'innocence de l'enfance. Parce que les détails de cette tragédie, de la découverte macabre jusqu'au procès, font vaciller les certitudes. Comment un enfant peut en arriver là? Est-ce que cet enfant était une victime brisée ou alors est-ce qu'il était mauvais jusqu'à la moelle? Robert Coombs est né le 6 janvier 1882. Dans la ville de Londres, il était le fils aîné de Robert Coombs Senior, un homme qui travaillait sur un paquebot transatlantique. Et sa mère était Emily Coombs. Le couple était marié depuis 1878 et le jeune Robert a grandi aux côtés de son frère Nathaniel, qui est né lui l'année suivante. Et dès ses premiers instants, la vie ne les a pas épargnés. Robert était un bébé né avec des forceps, donc il a eu une naissance difficile qui a laissé des cicatrices visibles de chaque côté de son crâne. À seulement 3 ans, il souffrait de terribles migraines qui étaient incompréhensibles pour ceux qui l'entouraient. Les médecins l'ont mis en garde, il ne devait jamais
recevoir de coups à la tête. Un conseil inquiétant parce que Robert est dans un monde où la violence, même chez les enfants, n'est pas vraiment rare. Plus tard, la famille Coombs a quitté Londres pour aller vivre à Liverpool. Ils ont vécu chez des proches entre 1885 et 1886, un petit exil temporaire, loin du tumulte de la capitale. Puis en 1888, tout le monde retourne à Londres, mais le père de Robert, souvent absent, décide de rester à Liverpool. Il laisse donc derrière lui un foyer assez fragile, et les migraines du jeune Robert, elles, continuent d'être présentes, de se développer. Le médecin de la famille essaye de soulager ses souffrances, tant bien que mal. Il lui prescrit du bromure de potassium, une sorte de sédatif, donc un médicament lourd qui atténue les douleurs, mais qui peuvent aussi altérer l'esprit, surtout celui d'un jeune garçon. Donc naturellement, avec ces douleurs, son cas de famille assez particulier et son traitement, le jeune Robert évolue assez différemment par rapport aux autres garçons. Et c'est au retour de Londres que Robert est exposé à une atmosphère bien sombre. À ce moment-là, on est en plein dans la période de terreur de Jack l'Éventreur, et le garçon devient presque obsédé par les actes de l'Éventreur, obsédé par la violence, le macabre et la mort. Il dévorait ce qu'on appelait les penny dreadful, des journaux à bas prix contenant des récits sensationnalistes et sanglants, et où les détails horrifiques étaient mis en avant pour captiver les lecteurs, et ce genre de petits journaux étaient pas cher du tout, accessible au plus grand nombre. Et le truc dans le cas de Robert, c'est que sa curiosité, c'est pas quelque chose de passager, c'est une véritable obsession. Et ses parents n'ont rien fait pour essayer de le stopper vis-à-vis de tout ça. Un choix que sa mère Emily a amèrement regretté plus tard. Comme tous les enfants, Robert et son frère Nathaniel ont fréquenté plusieurs écoles. Mais Robert, lui en particulier, il se démarquait. Parce qu'il était à l'école intelligent, plutôt vif, bon élève, mais il y avait une tache sombre à chaque fois, c'est qu'il était relativement souvent absent. Et c'est à l'âge de seulement 11 ans que Robert a décidé de quitter l'école. Il a trouvé un emploi précoce pour son âge, celui d'ouvrier à la cale sèche. Il faisait un travail dur, laborieux dans des docks, mais ça lui permettait de s'éloigner un peu de l'univers familial. Et malgré qu'il soit rentré, si on peut dire ça comme ça, dans la vie active, sa fascination morbide, elle, était toujours présente. Et en 1894, à seulement 12 ans alors, il entreprend un voyage complètement seul pour assister à un procès, celui d'un meurtrier. James Reed, appelé aussi le meurtrier de Southend. C'était une occasion unique pour ce jeune garçon fasciné par le macabre de voir le procès et la chute d'un assassin. Et au lieu d'être mal à l'aise pendant le procès, cet événement n'a fait que nourrir son obsession. En 1895, Robert et son frère Nathaniel se sont forgés une petite réputation de fauteurs de troubles dans leur quartier. Ils étaient connus pour leur tempérament difficile, leur insolence, mais tout le monde prenait ça pour une insouciance de jeunesse. Personne ne se doutait de l'horreur qui allait arriver. Le vendredi 6 juillet 1895, le père du petit Robert, donc Robert Senior, est parti travailler. Il a laissé un peu d'argent à ses deux enfants pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de la famille, et Robert Junior a pris quelques pièces pour sortir et faire un achat assez particulier. Il est allé acheter un couteau de cuisine, mais pas parce qu'il en avait besoin pour couper de la nourriture. Il l'a caché parce qu'il avait prévu quelque chose de sordide. Ce qu'il avait prévu, c'était de tuer sa mère. Le dimanche 7, un drame éclata. Emily, la maman, a battu violemment Nathaniel. La violence fut telle que le garçon, terrifié, est allé retrouver son frère Robert et il lui a confié une pensée monstrueuse. Il lui a dit qu'il voulait la tuer. Alors, cette nuit-là, pendant la nuit, Robert est passé à l'acte. Aux alentours de 3h45 du matin, il a frappé sa mère à plusieurs reprises à l'aide d'un bâton. Puis, sans hésitation, il plongea son couteau dans le cœur 2 fois. Il y a eu beaucoup de sang, puis un silence. Après, Robert est retourné calmement se coucher, dans le lit même de sa propre victime. Comme si de rien n'était, comme si cette nuit-là, rien n'avait changé. Le lendemain, il a confié à son frère Nathaniel ce qu'il avait fait. Et ce frère, avec une étrange sérénité, a demandé à voir. Robert a donc montré son œuvre à Nathaniel et il se trouve que la mère n'était pas encore morte à ce moment-là. Elle gémissait et plutôt que de faire quoi que ce soit pour essayer de la sauver, les deux enfants ont quitté la maison. À la suite de ça, pendant 10 jours entiers, les deux enfants ont réussi à dissimuler le meurtre d'Emily. 10 jours où des gens sont passés dans la maison et personne ne se doutait qu'à l'étage, il y avait une femme morte. Pendant ces 10 jours, Robert a versé de la chaux sur le corps d'Emily pour essayer de masquer l'odeur, et sinon ils ont continué leur vie. Il a pris l'argent dans le portefeuille de sa mère pour aller voir un match de cricket, payer le loyer, mais au bout d'un moment, il fallait bien faire quelque chose. Alors Robert s'est rapproché d'un ami de son père qui avait une santé mentale plutôt fragile, John Fox. Ils ont raconté que leur mère était partie, et Robert a invité cet homme à aller dans la maison pour faire comme si il veillait sur eux. Comme ça, les voisins ne se douteraient de rien.
de voir des enfants sans surveillance aller et venir dans la maison comme ça. Pour avoir de l'argent, plusieurs objets de la famille ont été mis en gage. Et il faut bien se l'avouer, Robert était très intelligent pour son âge parce qu'il a constitué des arnaques pour pouvoir gagner de l'argent. Il a par exemple réclamé des avances de fonds auprès de l'employeur de son propre père, disant que sa mère était malade. Il a fait des demandes de prêt en utilisant le nom de son père. Mais au bout d'un moment, la supercherie a commencé à éveiller des soupçons. Des voisins ont alerté la tante des deux enfants, qui s'est empressée de se rendre au domicile pour voir ce qu'il se passait. Elle a demandé à rentrer dans la chambre d'Emily, mais la porte était fermée à clé et les garçons s'y opposèrent. C'est plus tard qu'elle est revenue avec un double des clés donné par le propriétaire qu'elle a pu découvrir l'horreur qui avait été réalisée. Emily dans la chambre avait été laissée sur le lit. Elle était lourdement décomposée, recouverte de verre, et il y avait vraiment une odeur putride qui avait envahi la pièce, une odeur qui montrait que le corps était là depuis quelque temps maintenant. La police fut appelée, l'enquête a rapidement révélé que l'un des garçons avait commis l'irréparable, et c'est au travers d'une lettre que Robert avait écrite à son père où il expliquait que sa mère s'était donné la mort que Robert a été arrêté en compagnie de John Fox. Nathaniel, lui, tenta de fuir, mais il a été rapidement rattrapé par la police. Le 18 juillet, Robert a été envoyé dans une prison et rapidement son état mental a inquiété les autorités. 17 jours plus tard, il a été placé dans une cellule capitonnée pour sa propre protection. Et c'est sous la surveillance du médecin de la prison que Robert a fait d'autres révélations. Il disait entendre des voix, des murmures, qui lui ont ordonné de tuer sa mère. Pour le médecin de la prison, il n'y a pas de doute, Robert avait une maladie mentale, et il explique que quand Robert a ses fameuses migraines, c'est comme si il voyait un autre monde, comme si il devenait quelqu'un d'autre. Naturellement, il y a eu le procès, et la question qui se posait n'était pas tant à propos de sa culpabilité, mais plutôt sur sa santé mentale. C'était est-ce que Robert est un criminel, malade, ou juste un enfant mauvais? Le verdict n'a pas été simple, mais finalement, la cour a déclaré Robert comme étant un maniaque homicide, avec des périodes de lucidité, influencé par une littérature pernicieuse. Mais dans l'histoire, il y a un couac. Robert est trop jeune pour être condamné à mort. Alors, on décide finalement quand même de le déclarer fou. On le condamne à une hospitalisation à durée indéfinie dans un asile psychiatrique. Nathaniel et John Fox, eux, ont été déclarés non coupables. Et Robert est resté enfermé pendant 17 ans dans son asile. Et il en est sorti à l'âge de 30 ans. Après cela, il a quitté l'Angleterre, il a rejoint l'Australie pour rejoindre son frère. Et ensuite, il est parti pour faire la guerre pendant la Première Guerre mondiale où il a montré un courage inattendu et remarquable. Il a servi comme brancardier lors de la campagne de Gallipoli, une des batailles les plus sanglantes et impitoyables du conflit. Et pour ses actes de bravoure, il a reçu la Military Medal, en soi une distinction militaire assez prestigieuse. Donc dans cette histoire concrètement, un enfant assassin est devenu plus tard un héros de guerre. Et justement, après la guerre, Robert est retourné en Australie et il a fait un changement radical de carrière. Il est devenu professeur de musique. Il s'est installé dans une ferme et il a ouvert son propre jardin maraîcher. Selon ce qu'on sait, il n'a jamais commis aucun autre crime à part celui qu'il a commis quand il était enfant et il s'est éteint le 7 mai 1949 à l'âge de 67 ans. Sans un réel famille, il a tout légué à un fils adoptif. Et ce qui est surprenant dans son histoire, c'est que ce fameux Robert Coombs a eu deux vies. La vie d'un enfant assassin profondément mauvais et la vie d'un homme bien sous tout rapport qui était même un héros de guerre. On sait que les asiles pendant la période victorienne n'avaient pas la meilleure réputation quant au traitement des patients, mais il semblerait que dans le cas de Robert, la réhabilitation a fonctionné. Il a eu une vie pleine de contradictions, enfant meurtrier, héros de guerre, donc beaucoup considèrent que Robert Coombs est en quelque sorte un mystère humain. Chicago est une ville connue pour ses skylines emblématiques, mais sous cette façade animée, une ombre sinistre plane depuis des décennies. Depuis 20 ans, plus de 50 femmes ont été retrouvées étranglées, leurs corps abandonnés dans des bâtiments désaffectés ou dans des ruelles obscures. Presque toutes étaient des femmes de couleur, oubliées, invisibles aux yeux debout. Et malgré les similitudes frappantes entre les affaires, la police de Chicago refuse obstinément de considérer qu'un même tueur pourrait être derrière ces crimes. Pourtant, certains enquêteurs amateurs sont convaincus du contraire, et leurs arguments glaçants et précis font froid dans le dos. Alors, est-ce qu'un tueur en série a rôdé à Chicago sous le regard indifférent des autorités? Si cet étrangleur de Chicago existe vraiment, ses victimes dessinent un portrait tragique et douloureux. Une cinquantaine de femmes, majoritairement des Afro-américaines, dont beaucoup avaient un passé de prostituées, ou alors quelques démêlés
avec la justice. Toutes ont été retrouvées mortes, soit dans des bâtiments abandonnés ou alors dans des ruelles sombres de la ville. Des femmes qui avaient des âges différents, soit des jeunes filles en fin d'adolescence ou des femmes ayant la cinquantaine d'années. Des proies faciles pour un, voire plusieurs tueurs impitoyables. Et au-delà de leurs profils similaires, les conditions de leur découverte se ressemblent également. Retrouvés dans des terrains vagues, ruelles, bâtiments vides, et toutes présentaient ces signes de strangulation ou d'asphyxie, souvent avec un sac plastique enserrant leur tête. Pire encore, la plupart étaient partiellement, voire complètement dénudés, et beaucoup portaient les marques d'abus intimes. Et malgré la diversité des âges et des parcours de ces femmes, un lien terrible les unit, leur vulnérabilité exploitée par une brutalité extrême. La manière dont leur vie fut arrachée, violente et cruelle, laisse un goût amer d'injustice. Pourtant, faute de preuves médico-légales, il est difficile voire impossible de relier tous ces meurtres entre eux, ou même de pointer un coupable précis. Ce vide laisse des familles et des communautés dans une attente douloureuse, celle d'une justice qui ne viendra jamais. Et pour beaucoup, il existe une conviction profonde. Toutes ces morts sont l'œuvre d'un homme seul et mystérieux, l'étrangleur de Chicago. Et il est facile de comprendre pourquoi certains pensent que tout cela n'est l'œuvre que d'une seule personne. Déjà, le profil correspond parfaitement à ce que l'on connaît des tueurs en série. Presque toutes ces femmes étaient vulnérables, mais il y a plus. Le fait que toutes ces femmes soient des Afro-américaines, ce qui soulève deux hypothèses. Soit le tueur était motivé par une haine raciale profonde, soit il avait une obsession vis-à-vis des personnes de cette communauté. On a là une combinaison troublante entre ciblage social et racial, ce qui laisse entrevoir un prédateur aux motivations complexes et terrifiantes. Généralement, les tueurs en série ont des signatures bien précises, un mode opératoire qu'ils répètent. Et dans cette affaire, un détail saute aux yeux, toutes les victimes ont été étranglées. La plupart ont été retrouvés totalement ou partiellement dénudés, donc on retrouve des éléments loin d'être anodins. Il n'y a aucune volonté de cacher le corps est ici exposé dans un endroit certes désert voire abandonné, mais il y a cette recherche de la mise en scène propre aux tueurs en série. Enfin, le choix de la cause de la mort, celle de la strangulation, en dit aussi beaucoup. Les psychiatres estiment que cette méthode d'utilisation pour tuer porte souvent une charge liée à un plaisir du contrôle et de la domination. Un détail qui vient renforcer la recherche d'une pulsion sexuelle intense par le tueur de ses victimes. De plus, la répartition géographique des meurtres apporte quelques révélations cruciales. La majorité des crimes se concentrent dans 3 districts policiers. Une répartition géographique qui semble montrer que ce tueur avait une connaissance précise de ces lieux. Il pourrait y habiter, y travailler ou y passer régulièrement, ce qui lui offre un terrain familier pour ses actes. Et une telle familiarité lui permet d'agir en toute impunité, profitant de la complexité et de l'abandon de ces quartiers considérés comme sensibles pour réaliser ses actes. En 2018, le MAP, le Murder Accountability Project, une organisation indépendante dédiée à l'analyse des homicides non résolus, a passé au crible les données de plus de 50 homicides à Chicago, des homicides commis depuis 2001. Tous ces cas avaient en commun la strangulation ou l'asphyxie, et les résultats furent glaçants. Ils mirent en lumière un regroupement d'une intensité rarement vue, qui correspond parfaitement à l'activité d'un tueur en série. Les experts avancent également que la chronologie des meurtres renforce la théorie qu'il y ait bien une seule et unique personne qui soit à l'origine de ces meurtres. D'ailleurs, entre 2014 et 2017, les assassinats ont connu une pause notable avant de reprendre de plus belle. Une information qui pourrait montrer que soit le responsable a pendant un temps été incarcéré ou alors aurait quitté la ville avant de revenir. Mais tous ne sont pas convaincus par ces éléments. En particulier la police de Chicago qui refuse l'idée qu'un tueur en série puisse sévir dans la ville, malgré la pression publique et les analyses indépendantes comme celle du MAP. Mais alors, étant donné qu'on semble avoir des informations fiables, pourquoi est-ce qu'on doute de l'existence même de ce tueur en série s'il existe? D'abord, il n'y a aucune preuve tangible qui puisse relier les crimes entre eux. Même s'il y a des similitudes frappantes, il n'y a jamais eu une preuve, que ce soit médico-légale ou autre, qui permette de relier un crime à un autre. La police affirme avoir recueilli plus de 21 échantillons d'ADN sur la moitié des scènes de crime et ce sont à chaque fois des ADN différents. Autre point, au total, plus de 20 des affaires ont été classées et 13 personnes ont été arrêtées vis-à-vis de ces affaires. Mais seul un cas a été vraiment résolu. Pour la police, le fait qu'il y ait eu autant de crimes, c'est uniquement dû à la cause qu'ils ont eu lieu dans des quartiers sensibles. Rien de plus. Donc, selon les analystes en lien avec la police, on a là des crimes isolés à chaque fois, liés à un fort taux de criminalité. C'est tout.
pas de tueur en série. Concernant la fameuse période de pause entre 2014 et 2017, la police là aussi peut trouver des justifications. Un changement dans les méthodes policières, une dynamique communautaire qui a évolué, ou d'autres facteurs externes qui ont réduit les opportunités de crime, mais en tout cas, pour la police, cet argument seul ne suffit pas à justifier de la présence d'un tueur en série. Alors, le mystère de l'étrangleur de Chicago reste une affaire assez particulière. Ce n'est pas considéré comme une affaire, mais bel et bien comme un mystère, une sorte de légende urbaine à Chicago. Une seule affaire officiellement a été résolue, et beaucoup d'autres ont été classées sans suite. Et l'élucidation d'autres affaires similaires ne semble pas être une priorité pour la police de Chicago. Il existe toujours des débats concernant le fait que ce soit des crimes isolés ou l'œuvre d'un seul et même tueur. Est-ce qu'un jour la vérité sera dévoilée? Rien n'est sûr à ce propos. Quoi qu'il en soit, certains avancent aussi le fait qu'il y a un manque de motivation, si on peut dire ça comme ça, de la part de la police de Chicago vis-à-vis de la couleur de peau des victimes. Certains avancent le fait que la police serait bien plus concernée si c'était 50 chiens qui mouraient plutôt que 50 femmes de couleur. Et c'est peut-être là la triste réalité. Parce que si ces morts ne sont pas l'œuvre d'un tueur en série, alors Chicago porte la responsabilité de l'assassinat de 50 femmes vulnérables et fait preuve d'un silence qui demeure alors un genre de faute collective. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces 5 histoires de crimes, ces 5 histoires assez horribles. À chaque fois, la mort est présente. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez potentiellement découvert des choses. Si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici, AkenTV, pour suivre un peu l'aventure hors YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!